Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques instants. Merci de votre présence. Nous sommes enchantés de vous accueillir donc parmi nous pour ce nouvel événement Made in d'Aveo. Il s'agit bien sûr de notre festival Rock and Cloud du 8 au 10 juin à 13 h avec 3 webinars d'exception où l'on apprendra ensemble et en musique. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Géraldine Seleuzian, directrice marketing et communication chez Daveo. Vous constaterez que j'ai donné de ma personne pour cette première édition de Rock and Cloud et ce live de lancement de la télévision à Netflix, Should I Stay or Should I Go to the Cloud AWS with Redis. Même dans le titre, vous avez vu, on a essayé de rester rock. Nous vous présenterons les speakers Madi d'AWS, Pierre et François de Redis Labs dans 1 minute avec Marc Vincent, notre maître de cérémonie, Head of Cloud et Technologie chez Daveo. Si nous avons souhaité convier notamment AWS, ce n'est pas par hasard. Depuis 1 an et demi, notre communauté cloud est très investie sur les sujets AWS de migration, de GoToCloud, avec des productions de livres blancs que nous vous proposerons en téléchargement tout à l'heure, des articles, des certifications, ce qui a valu à Daveo d'être AWS Advanced Consulting Partner et Rising Star Partner en 2020. Alors, comment est née l'idée de ce festival Rock and Cloud? Eh bien, il y a 2 mois, on était tous semi-confinés, la grisaille en prime chez Daveo. On avait envie d'ailleurs, de mouvements, de musique et de cloud. Alors, on s'est donné les moyens de créer un festival de 3 jours dédié au cloud avec des webinars animés par des speakers inspirants et parfois rock. Avec une promesse, vous n'entendrez plus jamais le cloud de la même manière. Je passe un slide très rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas Daveo. Créé en 2008, Daveo est un cabinet de conseil en management et technologie présent dans 5 villes en France. Les 320 collaborateurs portent nos offres cloud, tech, agile et product et accompagnent nos 80 clients dans des secteurs très variés, dont les médias. Ce qui nous a notamment inspiré cette conférence de la télévision à Netflix avec nos partenaires. Et sans plus attendre, j'invite les speakers à monter sur scène, Madi, François, Pierre pour AWS Redis Lab et bien évidemment Marc de la team Daveo. Et en attendant qu'ils montent sur scène, sachez que tout au cours du webinaire, vous pouvez poser vos questions. Vous devez voir juste en haut un petit onglet questions à côté de celui de chat. Et vous pouvez aussi liker vos questions préférées. Marc se chargera de les pousser en première. Je déclare officiellement la première édition de Rock and Cloud ouverte. Merci à tous nos speakers. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marc. Comme l'a dit Géraldine à l'instant, je suis Head of Cloud and Technology chez Daveo. Alors, aujourd'hui, on vous parle de Redis et notamment de plusieurs sujets autour de Redis. C'est pour ça qu'on est 4 aujourd'hui speakers, les personnes que vous voyez sur scène et aussi sur le slide. J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par François Serbel et Pierre Lambert, qui sont tous les 2 solution architectes chez Redis Labs. Et nous sommes également accompagnés de Madi, qui est solution architect chez AWS. Moi, sur le slide, il y a marqué Head of Cloud, c'est mon titre, mais je suis moi-même solution architect certifié AWS. Donc, en fait, il n'y a que des solution architectes. Donc, ça va parler pas mal d'architecture autour de Redis. Et alors, pourquoi on est plusieurs? Parce qu'en fait, on va vous parler de Redis autour de différents prismes. Moi, j'ai la tâche de commencer ce talk en vous parlant de Redis au travers son utilisation en tant qu'utilisateur de Redis. Pierre et François vous parleront de Redis au travers du prisme de l'éditeur, voilà, Solution Architect, Redis Labs, donc des gens qui fournissent des solutions professionnelles, notamment la version entreprise de Redis. Et puis le 3e prisme, c'est le prisme du hosting, de l'hébergement, avec bien entendu AWS, voilà, qui propose d'héberger Redis. Donc voilà les 3 sujets qu'on va aborder tout de suite. Voilà. Donc je commence moi avec ma partie. Donc introduction de Redis. Voilà, c'est moi qui ai la tâche d'introduire un petit peu le sujet en introduction. Donc Redis, une solution open source, base de données NoSQL, créée en 2009.
Donc, on a repris un petit peu la thématique par rapport à l'intitulé, la transposition avec la télévision. Donc, globalement, il y a eu pas mal d'évolutions dans la télé. C'est pour ça qu'on a repris les images voilà, du tube cathodique en passant par les écrans plats. Et puis, aujourd'hui, consommé sur des plateformes de vidéo. Voilà, donc dans l'intitulé, c'est Netflix. Mais aujourd'hui, on est AWS. AWS a aussi sa propre plateforme de streaming vidéo. Donc, on aurait pu parler aussi du streaming d'AWS. Voilà, c'est juste pour vous faire le parallèle. En 2009, il y a eu Redis Open Source. Voilà, donc un projet qui a démarré, créé par un Italien. Ensuite, ça s'est professionnalisé. Donc, plus tard est venu voilà, des services offerts voilà, dédiés aux entreprises avec la version Redis Enterprise. Et aujourd'hui, c'est complètement intégré donc en tant que service managé sur AWS, donc qui est une étape supplémentaire dans ce qu'on peut faire avec du Redis. Donc voilà, donc pour la partie open source, donc moi je vais vous parler un petit peu de ma première rencontre avec Redis. C'était en 2013, voilà, donc quelques années après le démarrage du projet en 2009, comme je l'ai dit, j'ai rencontré pour la première fois Redis. Donc, on était un petit peu à l'époque, au moment où le projet commençait à prendre de l'ampleur, commençait à se développer. Donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qui l'utilisaient, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et à l'époque, je travaillais sur un projet avec une problématique de fort trafic. Voilà, on avait besoin de performance et de gérer voilà, un trafic assez élevé. Donc, on a benchmarké. Et en fait, on s'est tourné tout de suite vers Redis, bien qu'à l'époque, la solution n'était qu'émergente à ce moment-là. C'était à peu près 10 ans, hein, 2013, là on est en 2021, donc ça commence à faire quelques années. Donc, c'est une solution base de données NoSQL orientée clé-valeur. Donc, dans la famille du NoSQL, vous avez 3 grandes catégories. Vous avez le document store, typiquement bah, tout ce qui est Mongo. Vous avez du column store. Le truc connu, c'est Cassandra. Et puis, en Key Value Store, voilà, aujourd'hui, il y a Redis qui s'est imposé sur ce type de base de données. Et on l'a choisi pour 2 raisons. Donc là, voilà, c'est très simple, la performance et la simplicité. Donc, je vais vous détailler ces 2 points. Donc, la performance, c'est très simple. Redis, c'est une solution qui est écrite en C. Tout est stocké en mémoire. Donc, forcément, l'écriture mémoire, c'est extrêmement performant. Beaucoup plus que de l'écriture sur disque, forcément, en temps d'accès, en temps de lecture, écriture. Bien entendu, qui dit mémoire dit volatilité du stockage. Donc, forcément, c'est une base de données qui est complètement opérationnelle. Donc, il y a de la persistance sur disque, parce qu'on peut se dire, oui, mais la mémoire, moi, quand j'éteins mon ordinateur, je reboote, la mémoire, elle s'est vidée. Ouais, il y a des mécanismes dans Redis qui permettent de redémarrer, etc. Donc, c'est une base de données, bien entendu, extrêmement fonctionnelle aujourd'hui. Donc, voilà, il y a des mécanismes qui permettent de faire ça. Et la particularité aussi de Redis, c'est que c'est mono-threadé, qui est un choix, il faut le dire, c'est important, qui est un choix de conception assumé par l'Italien qui a développé ça initialement et qui est un vrai critère de performance dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que Redis, globalement, les bottlenecks, ça va rarement être le CPU. Voilà, c'est stocké en RAM. Vous allez avoir peut-être des problématiques à un moment de réseau, etc. Mais le CPU, c'est pas sur la liste des problèmes que vous allez rencontrer. Donc, en fait, rajouter du multithreading, après, bon, c'est un vrai débat, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais vous avez des problématiques de gestion de lock, enfin, tout ce qui est mutex, etc., en multithreading, qui ajouterait rien au niveau de Redis. Donc, c'est assumé, voilà, monothreadé, et c'est très efficace pour ça, d'ailleurs. Donc, c'est une solution monothreadée extrêmement efficace et performante. Et ensuite, le deuxième critère qui m'a amené, moi, en 2013, à utiliser ce produit, c'est la simplicité. Donc là, vous avez la cartographie de voilà, comment est-ce qu'on peut stocker de la donnée dans Redis. Donc, comme je l'ai dit, c'est clé-valeur. Vous avez une clé et en face, les valeurs, vous allez avoir des structures de valeurs possibles. Là, il y en a 10. Donc, celles qui sont grisées, c'est celles à l'époque que je n'ai pas utilisées ou qui n'existaient pas à mon époque, qui ont été rajoutées par la suite. Mais globalement, celles qui sont en couleur, donc string, hash list, set et sorted set. Donc, la différence entre le set et le sorted set, c'est qu'il y en a un qui vous pouvez trier, pas l'autre. Mais globalement, c'est des structures assez basiques et il n'y en a pas plus que celle-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, au moment où je rencontre Redis,
On est à l'opposé d'SQL. On est à l'opposé des bases de données relationnelles où typiquement, quand vous faites du SQL, voilà, pour ceux qui en ont fait, ça met du temps. Faut comprendre le langage SQL, faut comprendre les schémas SQL, les tables, les jointures. On rentre pas facilement dans du SQL. Redis, c'est tout l'inverse. En 24-48 heures, vous êtes opérationnel. C'est un peu après comme le jeu de Go, c'est quelques minutes pour comprendre les règles et un peu plus de temps après pour maîtriser des choses. Mais en tout cas, en 24-48 heures, vous voyez, enfin, gérer des valeurs qui soient en H, en set, etc., c'est basique. Donc, vous installez du Redis, vous pouvez utiliser Redis de manière très simple. La contrepartie de ça, donc c'est voilà, beaucoup plus rapide que si j'ai jamais fait de SQL de ma vie, beaucoup plus long pour moi de faire du MySQL ou du Postgre. Redis, très rapide. La contrepartie, du coup, c'est vu que les données ne sont pas structurées dans des tables, avec des schémas, des liens entre les tables, etc. J'aime pas cette image, mais globalement, tout est en vrac à un moment dans la mémoire. Hein. Vous avez des clés, et puis toutes les clés sont là. C'est segmenté en différentes bases. Vous pouvez travailler sur différentes bases, mais au sein d'une base Redis, voilà, vous mettez toutes vos clés. Donc, ça demande après, derrière, et c'est pour ça que je vous dis, là, ça demande un travail un peu supplémentaire, mais ça demande de structurer un petit peu vos données, savoir ce que vous allez stocker et comment vous allez le stocker. Donc, c'est ça la contrepartie. Mais sinon, c'est extrêmement simple à faire fonctionner. Et globalement, voilà, pour les gens qui n'ont jamais fait de Redis, très rapidement, vous pouvez l'installer et mettre des clés, récupérer les valeurs. C'est très efficace. Et enfin, un petit mot sur l'architecture, parce que voilà, j'ai évoqué la simplicité et la performance. Et en termes d'architecture, ce qu'on peut dire aussi sur la version open source, excusez-moi, à l'époque, on avait implémenté, donc toujours sur mon expérience de 2013, on avait implémenté de la haute dispo, qui est assez facile aussi à mettre en place. Il y a plusieurs façons de le faire dans Redis et notamment dans la partie de Madi avec AWS, il rentrera un peu plus en détail d'une architecture alternative à celle que je vous présente maintenant. Mais le truc de base qu'on peut faire avec Redis, vous pouvez faire du failover avec un outil qui s'appelle Sentinel, qui est un outil spécifique à Redis. Donc, globalement, vous avez un schéma d'architecture assez classique avec du master-slave. Voilà, vous avez un master Redis et plusieurs slaves derrière. Et Sentinel, son boulot, comme son nom l'indique, hein, c'est assez explicite. La Sentinel va juste vérifier que le master est bien là. Et puis, si le master tombe, vous allez un slave qui va être promu master à la place du master qui est tombé. Et vous avez les autres slaves qui continuent. Et c'est Sentinel qui gère le failover, ce mécanisme de failover assez basique, mais qui vous permet déjà à un premier niveau de faire de la haute dispo. Tout ça étant disponible dans la version open source. Donc voilà, en quelques mots pour introduire ce qu'on peut faire avec Redis open source. Et maintenant, donc, je vais passer la parole à Pierre et François, qui, eux, vont vous expliquer avec, d'un point de vue Redis Labs, ce qu'apporte la version entreprise, donc Redis Enterprise. C'est à vous, messieurs. Merci Marc. Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre un peu ce que disait Marc. Donc, effectivement, la simplicité d'utilisation de Redis permet, par la nature des structures que l'on manipule, parce que pour corriger un peu et compléter ce qui a été dit, Redis est une base de données en mémoire de type clé structure, hein, parce qu'à chaque clé peut correspondre une structure de données. Et donc, chacune des structures étant quelque part naturelle pour les développeurs, il est très aisé pour ceux-ci de communiquer avec Redis, parce qu'on stocke des hash, des listes, des sets, qui sont des objets que l'on manipule dans n'importe quel langage de programmation. Donc, une fois que cela, ça a été dit, et que la performance a été bien expliquée par Marc. Ce qui est intéressant au niveau de Redis Enterprise, donc la solution que Redis Labs fournit, c'est la mise à disposition de tout un ensemble d'outils, d'API et d'aménagements autour de Redis, permettant de l'opérer, le manager, le déployer de la manière la plus aisée possible. Parce que câbler un Redis Sentinel en mode cluster et le rendre disponible le plus longuement possible, c'est quelque chose, c'est un peu du sport. Donc voilà, Redis Enterprise est là pour vous aider à rendre cela plus aisé.
Donc, François aime à dire, excuse-moi François, que le Redis Enterprise, c'est un peu le Kubernetes du container. Ça permet vraiment de rationaliser tout ce genre d'opérations. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Exactement. Donc, une fois que cela ça a été dit, en fait, donc voilà, ce que Redis Enterprise apporte en premier lieu, c'est la capacité de faire de la scalabilité linéaire. Peu importe le nombre d'utilisateurs, le nombre d'appels à vos Redis, on sera capable de linéairement scaler, de fournir de la haute disponibilité, de la durabilité sans perte de performance, backup and restore, faire de la géodistribution, à savoir avoir des Redis déployés sur plusieurs zones géographiques et celles-ci communiquant ensemble de manière active-active afin d'avoir une cohérence des données qui est assurée et des applications distribuées, peu importe où dans le monde, avec toujours les mêmes données disponibles. On peut étendre Redis, qui est basé en mémoire, à du flash, avec le tier d'access memory, avec les données froides, les données chaudes, et ainsi pouvoir héberger, stocker le plus de données possible au moindre coût. Autre aspect super intéressant de Redis Enterprise, en mode cluster, c'est l'aspect multitenant. Donc, on peut héberger au sein d'un cluster N bases de données qui vont avoir un rôle bien prédéfini, qui vont avoir leurs propres ressources allouées, et ainsi vraiment optimiser la CPU, la mémoire mise à disposition dans ce pool de ressources. Deuxième volet de ce qu'apporte Redis Enterprise, Redis Labs, ce sont des modules. Donc, comme on l'a vu, on peut déjà manipuler un certain nombre de structures de données, comme les chaînes de caractères, les hash, les listes. Mais qu'en est-il si on veut avoir un vrai langage de requête, si on veut faire de l'indexation, si on veut faire du full text search? On pourra utiliser un module qui s'appelle Redis Search, qui vient au-dessus de ces structures pour enrichir les capacités de Redis, toujours en exploitant sa performance optimale. Donc, de même, on peut utiliser des structures de données de type JSON, de type graph, quand on a des données hautement connectées et qu'on veut exécuter des requêtes de type Cypher, comme on pourrait le faire dans d'autres bases de données en graph, on pourra le faire au sein de Redis. Et ainsi, on peut considérer Redis comme une base de données multimodèle. Il y a d'autres modules qu'on pourrait mentionner. Je vais laisser François expliquer Redis Bloom, je sais qu'il aime bien cela. Donc, vas-y, François. Les Bloom Filters. Alors, en fait, les Bloom Filters, je ne sais pas si dans la salle, vous savez ce que c'est. En général, je demande si vous savez ce que c'est. Et souvent, j'ai un blanc. En fait, le Bloom Filter, c'est quelque chose qui sait vous dire exactement où ne se trouve pas ce que vous cherchez. Alors là, comme ça peut surprendre, ça peut faire sourire, mais effectivement, j'aime bien prendre l'image d'une aiguille à chercher dans 9 meules de foin. Si je suis en mesure de vous dire que l'aiguille n'est pas dans les 4 premières meules de foin, forcément, ça vous aide quand même beaucoup. Donc, le Bloom Filter peut être très, très utile. Merci, François. Pour continuer sur les modules, donc Redis Time Series pour s'occuper de séries temporelles, toujours avec les mêmes performances, faire de l'analyse sur des fenêtres temporelles, ça peut être très intéressant. Gears, voilà, on va dire que Redis permet de fournir des fast data, des data rapides. Gears va permettre de fournir des données intelligentes. Donc, peu importe ce qui va se passer au sein d'un cluster Redis, on sera capable d'activer des événements, de transformer les informations et ainsi inclure vraiment un ETL ou un ULT, comme vous préférez, au sein d'un cluster Redis. On a un module AI pour faire du feature store, pour vraiment accélérer les calculs, parce que souvent les calculs en intelligence artificielle peuvent être très longs. Avoir un Redis vous aidant à optimiser vos performances là-dedans, ça peut être très intéressant. Donc, tout ceci, entre les structures, les modules et les fonctionnalités de Redis Enterprise Core, permettent d'adresser de plus en plus de cas d'utilisation avec ce besoin de performance. Donc, le caching, évidemment, tout le monde utilise Redis comme un cache, mais ce qui est important de noter, c'est que Redis, si on l'utilise comme une base de données primaire, n'aura pas besoin de cache. Donc, on peut adresser de plus en plus de cas d'utilisation avec des performances optimales, comme les leaderboards, faire de l'inventaire en temps réel, faire de la fraud detection très rapidement, avoir une vision globale sur nos clients en utilisant des Redis Search et Redis Graph au-dessus de Redis, et ainsi de suite, et donc vraiment adresser un nombre de cas d'utilisation de plus en plus intéressant. En termes de déploiement, Redis Enterprise est disponible sur le cloud, que ce soit en solution
complètement managées. Voilà, on a des solutions disponibles sur AWS dans ce cadre-là. Et aussi, en termes de déploiement, tout ce qui est plateforme, Kubernetes et autres, le Redis Enterprise sera disponible aussi à ce niveau-ci. Donc, pour un peu illustrer ce que je disais, que Redis peut être utilisé dans beaucoup d'endroits, voici une architecture quelque part standard hein, qui montre toutes les utilisations qu'on peut faire de Redis. Donc, on a une utilisation, on a une application, on a des utilisateurs, on peut stocker les sessions utilisateurs dans des hashes et dans des sets très facilement. On a besoin d'une base de données primaire où on stocke beaucoup d'informations. On va utiliser Redis en RAM et en flash parce que c'est la volumétrie qui nous importe là et un peu moins la performance. Si on a besoin de faire du caching, on va utiliser les strings comme structure de données. On va y mettre un time to live. Et, les données vont expirer quand le time to live sera fini, tout en optimisant la mémoire. On peut utiliser des lists, des sets, pour la structure de données pub-sub pour faire du messaging, pour faire des job queues, pour faire du task queue. Et donc, enrichir encore un peu plus le concept de base de données et la rendant un peu vivante avec ces concepts de messaging, d'autant plus que depuis la version 5 de Redis, on implémente une structure de données de type stream pour faire implémenter vraiment le concept de log, et cette fois avoir du messaging complètement persistant, et donc enrichir encore les capacités en termes de messaging de Redis, le tournant dans ce que l'on appelle une plateforme de données en temps réel. Donc, encore une fois, on a les modules permettant d'adresser encore plus de cas d'utilisation, comme du full text search avec Redis Search, faire de l'IoT avec les time series, et ainsi de suite. Ce sera tout pour moi, et donc je vais passer la parole, à part si François, tu as quelque chose à rajouter, je vais passer la parole à Madi pour son explication sur l'aspect, l'implémentation d'AWS de Redis. Non, a priori, non, c'est bon, j'ai rien à ajouter. Je répondais aux questions pendant ce temps-là sur le chat. Hein. Donc, il y avait des questions qui ont été posées, si vous voulez. J'ai répondu normalement. Parfait, parfait. Est-ce que le son est bon de mon côté? Si Marc, tu peux confirmer que le son est bon? C'est un peu faible, mais ça va, ça reste audible. D'accord, je vais... Okay. Bon, donc je te remercie Marc et Géraldine pour votre introduction et d'Aveo de façon générale pour cette invitation. Petit clin d'œil pour Cyril, Alion et Léa. Donc je tiens encore une fois à le rappeler, Aveo est notre Resin Star partner à prévenir. Et franchement, c'est amplement mérité. C'est une distinction qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc l'avoir décroché est véritablement un gage de sérieux et de compétences chez Daveo. Donc, très honnêtement, je suis réellement ravi et heureux d'être encore une fois parmi vous. La qualité n'est pas bonne. Tu peux essayer son casque. Oui, je peux essayer son casque. Est-ce que là, c'est nettement mieux? C'est un peu. Okay. Je vais me rapprocher un peu. Yes, le micro est dans la guitare, tout à fait. Donc, je vais continuer. Donc, sans tarder, je commence ma partie en vous proposant quelques bonnes pratiques sur Elasticache. Et voilà, sur Elasticache Redis, après avoir rappelé quelques besoins des applications modernes. Donc, rapidement, autour des applications modernes, elles ne cessent pas de devenir de plus en plus exigeantes avec des ordres de grandeur d'utilisateurs plus que le million. Des volumétries de données dépassant les téraoctets, donc le téraoctet jusqu'à pétaoctet, et des accès globaux, des millions de requêtes par seconde avec une faible tolérance à la latence. Donc là, typiquement, je parle de la microseconde. Et je prends typiquement l'exemple d'un jeu populaire adopté à tous les coins du monde, où les joueurs regardent en temps réel leur classement, qui est le résultat direct d'un traitement en temps réel, encore une fois, de leurs actions. Donc, des besoins très précis qui imposent l'évolution de technologies choisies et impactent fortement les architectures à adopter. Je vais voir rapidement si le son est bon. Donc là, c'est bon. Donc, je disais des besoins très précis qui imposent l'évolution de technologies choisies et impactent fortement les architectures à adopter.
Et justement, parce que nous écoutons constamment vos retours, nous essayons sans relâche de répondre à vos besoins. Donc, nous vous proposons Amazon Elasticache, qui est un in-memory data store compatible avec Redis et Memcached. Mais aujourd'hui, on va parler essentiellement de la version Redis. Et donc, si je dois résumer le service sous quelques piliers, je vais dire rapidement que le service est évolutif, avec les notions de sharding et de read replicas que nous allons voir juste après. En termes de performance, on parle d'ordre de grandeur inférieur à la milliseconde pour répondre à vos exigences. Et encore une fois, pour vous laisser vous concentrer sur votre cœur de métier, nous vous offrons le service d'une manière complètement gérée, en provisionnant le hardware pour vous, en installant le soft et en optimisant la config. On vous donne également la possibilité de faire vos sauvegardes de manière chiffrée, entre autres. Donc finalement, si je dois, pour terminer, je veux dire que Elasticache est compatible avec les moteurs Redis et Memcached, donc en version open source, ce qui vous simplifie de passer de ces versions-là à AWS. Et Daveo ont amplement la compétence pour le faire, donc pour vous accompagner sur cet exercice avec brio. Ils sont inscrits sur pas mal de programmes techniques et on fait plein de bootcamps et formations autour du sujet. Donc là, je vous propose de parler de quelques aspects d'évolutivité et de montée en échelle. Prenons l'exemple d'une application typiquement avec de l'EC2 ou du Lambda. Donc, si vous remarquez que vous avez un goulot d'étranglement ou des conflits au niveau des lectures, vous allez tout simplement pouvoir ajouter des nœuds read replicas à votre nœud primaire. Et comme leur nom l'indique, ce sont des nœuds à lecture seule, des nœuds qui vont subir une réplication asynchrone. Donc, point à retenir, pour monter en échelle en termes de capacité de lecture, les read replicas sont votre solution. Donc ça, c'était par rapport rapidement à la lecture. Si on prend le point de l'écriture, vous avez dans cet exemple-là, ou l'exemple qu'on a cité dans les slides d'avant, donc il y avait un seul shard. Donc vous pouvez choisir d'activer le mode cluster dans lequel vous allez avoir, dans ce cas-là, un seul shard. Mais idéalement, dans un cluster, il est recommandé d'avoir au moins 2 ou 3 nœuds principaux. Donc, si vous avez besoin de plus de capacité de lecture, l'idée, en fait, est d'ajouter des shards. Et dans cet exemple précis, nous avons 3 shards. Et donc, chaque shard assumera en moyenne un tiers de la charge. Et on pourra éventuellement, par la suite, ajouter ou supprimer, ça va dans les deux sens, en fonction des besoins. Donc, point à retenir, pour monter en échelle en termes d'écriture, ajouter des shards et le choix à adopter. Donc, prenons maintenant l'évolutivité horizontale. Prenons typiquement, même histoire, une application sur EC2 ou Lambda. Supposons que vous ayez déjà un cluster avec une instance de size XL et que vous souhaitez passer à une instance de XL. Donc, l'idée, en fait, est de créer un nouveau cluster, donc une nouvelle instance, et donc faire la synchronisation. Et suite à cette synchronisation, vous allez pouvoir éliminer l'ancien cluster. Donc, je note là que le DNS va se switcher automatiquement. Par contre, l'adresse IP, elle va changer. Du coup, dans votre application, il faudra aller tester et vérifier que voilà, vous pointez sur la bonne adresse IP. Vous allez pouvoir avoir une retention en termes de cache qui est très longue. Donc, il faudra aller vérifier que vous switchez bien sur la nouvelle adresse IP. Mais le DNS se fait automatiquement. Donc voilà, si je dois comparer évolutivité verticale et horizontale, en termes d'action, je dirais que les instances vont changer toutes, donc en termes de verticalité. En termes de changements horizontaux, les shards précis seront ajoutés ou supprimés. En termes de coûts, on a des coûts donc qui impactent les changements au niveau du cluster, alors que horizontalement parlant, les changements sont seulement incrémentaux. Donc, en termes d'impact, comme je viens de le citer, les clients doivent se reconnecter. On doit assurer cette continuité de service en termes de verticalité. En termes d'horizontalité, les clients restent connectés parce qu'il y a déjà des shards. On ne fait qu'ajouter des shards, donc ils vont assumer plus de charges. Et en termes de support, donc pour les changements verticaux, le mode cluster peut être activé ou désactivé, alors que pour les changements horizontaux, donc seulement mode cluster activé. Donc, pour récapituler, n'hésitez surtout pas à activer le mode cluster. Donc, ajouter des read replicas
pour augmenter la capacité de lecture et des chartes pour augmenter la capacité d'écriture. N'oubliez pas de configurer des alarmes et métriques Amazon CloudWatch. Il y en a qui sont déjà là, faites pour vous, comme vous pouvez créer d'autres qui sont personnalisées. Toujours monter en échelle avant d'atteindre les capacités critiques. N'attendez pas que les clients commencent à voir que le service n'est pas à la hauteur pour commencer à apporter des changements. Donc, toujours le faire, toujours anticiper. Et n'hésitez surtout pas à mettre en place des notifications à l'aide de SMS pour pouvoir anticiper tout ça. Donc, voilà. Si je prends les aspects de haute disponibilité, donc déjà, vous avez un premier point qui est la réplication. Donc, là, typiquement, je prends 3 zones de disponibilité, donc zone A, zone B, zone C. Ce que je choisis de faire, c'est de mettre un primaire dans chaque zone de disponibilité. Et si vous voyez bien, donc, si on prend l'exemple du 54-54, donc primaire sur la zone A, donc il réplique sur la zone B et sur la zone C. Et idem pour les autres zones de disponibilité. Maintenant, prenons l'exemple de la perte d'un nœud principal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prenons la perte du nœud principal de la zone B. Alors, tout simplement, ce qui se passe, c'est que parmi les répliques qui sont déjà là, là où il y a eu déjà la synchronisation, on va prendre la réplique qui est la plus prête, donc soi-disant la plus prête, et qui va pouvoir assumer ce rôle de primaire en attendant de rectifier les problèmes sur la partie primaire qui était primaire initialement. Et donc là, on aura le choix, on commencera à répliquer sur les autres zones et on aura le choix soit de repasser en primaire de l'autre côté ou de garder la configuration suivante. En sachant que si on est en mode cluster, on ne pourra pas gérer ça directement. Voilà. Prenons maintenant l'exemple d'une perte de zone de disponibilité pour une raison X. Donc là, je prends l'exemple de la zone de disponibilité C. Comme vous le voyez, donc, il y a 3 choses qu'on va perdre. Donc la première chose, c'est le nœud primaire et 2 répliques. Alors, la rigueur, pour les 2 répliques, ce n'est pas très urgent. Pour le primaire, c'est urgent. Donc, il faudra encore une fois, la réplique la plus à jour et celle qui est la plus prête, elle assume le relais. Et dans ce cas, ça va être la zone B. Et ensuite, une fois le service est rétabli dans les autres zones, on pourra les répliquer ou éventuellement choisir de revenir mettre une deuxième zone, mettre le primaire sur cette même zone-là. Donc voilà, pour récapituler, n'hésitez surtout pas à mettre en place au moins 2 nœuds répliques en lecture par chat, et déployer des nœuds primaires sur plusieurs zones de disponibilité. Même chose pour les nœuds répliques. Et très important, mettez en place des mécanismes pour tester la continuité de service de votre application lors d'un basculement. Donc, franchement, j'ai envie de partager avec vous pas mal d'autres bonnes pratiques, mais faute de temps, ce que je vais vous proposer, c'est quelques ressources qui sont là où il y a pas mal d'informations. Donc déjà, pour commencer, le FAQ, donc Elasticache/FAQs. Nous avons également plein de blogs rédigés par le soin de nos architectes solutions. Donc, il suffit d'aller sur /blog, /database, /tag, donc, en utilisant le tag Elasticache. Sur le forum AWS, donc l'identifiant Elasticache C627. Et finalement, vous avez toutes les ressources Getting Started. Vous allez pouvoir voir donc sur l'espace /Elasticache/Redis/resources. Voilà pour ma part. Et je vais passer la parole à Géraldine ou Marc. Merci beaucoup, Madi, pour cette présentation. Merci également Pierre-François et bien évidemment Marc pour les éléments que vous nous avez transmis. Il y a pas mal de questions dans l'onglet dédié. J'ai vu que Redis, vous aviez déjà commencé à répondre à ces questions. Marc, je te laisse prendre le relais pour afficher les questions et y répondre. On peut prendre des questions, voilà, jusqu'à peu près 13h50 et après, on pourra finir tous de se régaler avec le concert. Merci encore. Et Léa va vous proposer un petit call to action pour télécharger, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, le livre blanc sur le serverless qui a été préfacé par AWS. Voilà, c'est donc parti pour la session questions-réponses. Vas-y Marc, c'est à toi.
Oui, merci, j'avais mon micro coupé, pardon. Merci Géraldine, merci à tous pour les questions que vous avez posées et donc l'intérêt que vous manifestez pour l'exposé des différentes personnes. Et merci aussi déjà aux speakers d'avoir commencé à répondre par écrit. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on peut peut-être développer quelques-unes. Voilà, bon, il y en a une qui est intéressante, je trouve, on va prendre la première, qui a été répondue, mais on peut peut-être un peu plus développer, parce que déjà la question est intéressante. La question, je vous la livre, c'est est-ce que Redis est adapté pour faire de l'event store? Déjà, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense qu'on parle d'event sourcing, qui est un pattern, et event store, c'est une solution qui permet de faire de l'event sourcing. Donc, je pense que c'est un peu comme le frigo et le réfrigérateur. En fait, on dit un frigo, mais en fait, c'est une marque et syntaxiquement, enfin, on devrait dire un réfrigérateur. Donc, pour faire de l'event sourcing, donc la question, ça serait est-ce que Redis est adapté pour faire de l'event sourcing, éventuellement avec la solution Event Store ou pas. Mais du coup, voilà, je sais que François a commencé à répondre. Est-ce que tu veux reprendre peut-être ta réponse ou compléter à l'oral? En fait, oui, je peux compléter un petit peu à l'oral. Ça va dépendre du besoin parce qu'on peut avoir différents besoins. On peut avoir des besoins qui soient extrêmement avancés, extrêmement pointus sur une fonctionnalité particulière ou un besoin qui soit plus générique. Enfin bon, donc c'est un peu comme tout. Donc oui, pour faire une réponse courte, oui, Redis permet de stocker des événements et de redistribuer des événements en fait grâce à différents mécanismes. C'est-à-dire que on va avoir les structures de données stream qui, par définition, par conception, sont l'implémentation du concept de journal, de log. Donc, concrètement, il y a des événements qui arrivent, ils sont horodatés chronologiquement, et ils sont redispatchés à des consommateurs qui peuvent même être dans des groupes de consommateurs comme dans Kafka. Par ailleurs, on peut compléter ça avec les fonctionnalités de PubSub, qui, elles, vont permettre d'avoir des notifications en temps réel et donc pousser un événement, en fait, notifier, je dirais, les consommateurs qu'un événement est disponible, par exemple. Puis, on peut également combiner ça avec des structures de type liste sur lesquelles on peut se mettre en lecture bloquante jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose à consommer ou avec des structures de type sortie de set qui vont avoir pour chaque élément, chaque entrée, un score qui peut être un timestamp qui va permettre de faire d'autres opérations dessus. Donc, pour faire une réponse courte, oui, on peut aller loin, on peut faire beaucoup de choses. Après, il y a peut-être, comme toujours, comme avec n'importe quel outil, il y a peut-être des cas où, effectivement, Redis ne répond pas, mais globalement, oui. Merci François pour ces précisions. Alors, une autre question, j'essaie de prendre celles qui ont été votées. Alors, est-il recommandé d'utiliser la persistance avec Redis? Quel est le pourcentage de perte de performance si on utilise une persistance AOF? Donc, Pierre, tu avais commencé à répondre, enfin, tu avais apporté une réponse, mais du coup, est-ce que tu as un chiffre plus précis à donner sur le pourcentage à peu près, ou en tout cas préciser ta réponse que tu as faite par écrit? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand on est en version open source, comme tu l'as expliqué, on est en mode monothread. Et donc, les opérations qui vont servir à faire de l'AOF sur ce thread de Redis va consommer forcément un peu de performance et va réduire un peu les capacités à répondre rapidement aux autres demandes. Quand on est avec la version entreprise et qu'on a une base de données Redis hautement disponible avec un master et un réplica, tout ce qui est AOF va être géré par le réplica. Et donc, de toute façon, il n'y aura alors aucune perte de performance de ce côté-là. C'est ce que je voulais expliquer. Okay, merci du coup pour ces précisions. Alors, une autre question, là, je pense qu'on peut traiter aussi assez rapidement, qui est assez claire, mais on peut peut-être voilà, donner la réponse à l'oral. Y a-t-il de l'autoscaling sur Redis Entreprise? Donc, je ne sais pas si Pierre ou François, c'est François qui avait répondu, mais si vous voulez simplement le dire à l'oral, comme ça, tout le monde en profite. D'accord, bien sûr. Alors, en fait, Redis Enterprise ne va pas, en une case, fournir de l'autoscaling. Par contre, ce que fournit Redis Enterprise, c'est une API REST qui va permettre de récolter toutes les métriques de supervision. Un exporteur Prometheus qui permet également de récolter absolument toutes les métriques possibles de performance. Et on va pouvoir exécuter toutes les commandes d'administration, que ce soit du resharding, de mise en place de haute disponibilité, ajout de nœuds, tout ce genre de choses. On peut le faire en ligne de commande, par API REST,
et par interface web. Alors, l'interface web, ce n'est pas de l'automatisation, on est bien clair. Mais par contre, avec la ligne de commande et l'API REST, ça signifie qu'on a tout ce qu'il faut pour détecter le moment où on a besoin d'avoir un redimensionnement et pour mettre en place ce redimensionnement aussi. Donc, la réponse courte, c'est non, ça n'y est pas direct, mais par contre, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse l'implémenter exactement aux petits oignons comme on le souhaite. D'accord, merci François pour ces précisions. Alors, là, je suis tombé sur une question qui est assez intéressante aussi, et pour laquelle il n'y a pas eu de réponse écrite pour le moment, donc on peut certainement y répondre maintenant. Donc, je vous la livre. Quels sont les critères ou exigences d'un projet qui nous permettent de choisir une solution Redis versus BDD relationnel? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'orienter plutôt vers du Redis ou plutôt vers une solution plus relationnelle? Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a un avis tranché là-dessus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Redis, donc on peut faire beaucoup de choses, on l'a vu avec Redis, mais est-ce qu'il y a des use cases peut-être spécifiques? Voilà, moi, je parlais de mon Rex, et en effet, sur de la perf, voilà, c'est très efficace. Mais est-ce qu'il y aurait des compléments par rapport à ça, par rapport au relationnel? Enfin, sachant qu'en plus, c'est pas par opposition, en fait. Hein. C'est pas le NoSQL versus le relationnel. Je pense que c'est plus subtil que ça. Mais du coup, je sais pas, Pierre ou François, ou peut-être Madi aussi, ce que vous en pensez, et si vous avez des choses à dire là-dessus. Je peux peut-être compléter, parce qu'en fait, il y avait une question un petit peu plus en retard, enfin plus avant, en fait, qui s'en approchait également, savoir si ça remplaçait complètement une base relationnelle. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Redis est vraiment très adapté, non, je ne vais pas dire sur un cas d'usage, mais sur les cas d'usage qui se font sur des données vivantes et de manière interactive ou à fort débit. Donc, je dirais dès lors qu'on a une interface homme-machine qui, l'humain, il n'est pas très patient, au-delà de la demi-seconde, il trouve que c'est long. Il faut que ça aille vite, quelle que soit la complexité de ce qu'on fait derrière. Et le problème, c'est que la base de données se trouve tout à fait en bout de chaîne, donc il reste vraiment très peu de temps pour refournir les informations nécessaires au serveur d'application pour envoyer la réponse à l'utilisateur. Donc, tout ce qui va être interactif avec un humain, déjà, ça va y avoir un intérêt à utiliser du Redis, c'est un des cas d'usage. Un autre cas d'usage, c'est le côté IoT, on va dire, tout ce qui va être données générées d'une manière globale, données générées par des machines, parce qu'on peut avoir des très, très, très forts débits, et Redis, ça lui fait pas peur d'ingérer des données à un rythme fou. Après, il y a des cas auxquels Redis n'est pas forcément le meilleur choix. C'est-à-dire que Redis n'est pas conçu pour faire un stockage de données, un data lake. Ce n'est pas prévu pour ça. On peut, techniquement on peut, mais économiquement, ce ne sera pas intéressant. Donc, voilà. Par contre, ça peut être couplé à un data lake, ça peut être couplé à d'autres technologies. C'est-à-dire que quand on a besoin, par exemple, d'une technologie relationnelle ou autre, qui ne soit pas Redis, pour stocker des données, c'est une technologie qui va avoir un plus gros volume, en général, un plus gros volume pour stocker, et où des requêtes, des mécanismes de requêtes beaucoup plus complexes. Donc, tout ça, ça signifie que cette technologie-là, elle est prévue pour du gros volume, des grosses requêtes compliquées, et très probablement va avoir peut-être laisser à désirer question performance. Mettre un Redis par-dessus, par exemple, pour faire du cache, peut avoir du sens aussi. Donc, il n'y a pas de règle claire, il n'y a pas tel cas d'usage, c'est pour Redis, tel cas d'usage, c'est pas pour Redis. La frontière est assez floue, mais voilà, globalement, c'est ma façon à moi de voir les choses. J'ajouterais juste un point. Les bonnes questions à se poser quand on crée une nouvelle application ou une architecture. Comment on va modéliser les données? Si faire du relationnel, ça va être faire quelque chose de complètement alambiqué pour que ça rentre, pour qu'on puisse faire du SQL, ce n'est pas forcément une bonne solution. A contrario, si le modèle de données est très complexe, peut-être que l'utilisation de Redis ne sera pas judicieuse. Bon, peut-être Redis Graph, etc. Enfin, il y a l'aspect modélisation, aspect usage, aspect besoin en termes de performance qui rentre en ligne de mire. Autre point, pour répondre à la fin de la question, il y a un cas d'utilisation où aujourd'hui Redis n'est pas armé à l'heure actuelle, hein, mais ça devrait changer. C'est pour tout ce qui est BI un peu à l'ancienne. Quand on a un data warehouse aujourd'hui et qu'on utilise des plateformes telles Tableau ou que sais-je, elles vont attendre d'avoir un JDBC, avoir un schéma fixe, ce genre de choses. Redis ne sera peut-être pas forcément le mieux armé pour répondre à ce genre de besoin.
Merci François et Pierre. Alors, il est 49. Alors, je vous propose de prendre une dernière question qui est très simple. Elle a été répondue, mais c'est pour toi, Madi. C'est Redis est-il bien disponible sur la marketplace AWS? Je pense qu'on peut conclure parce qu'il est 50. Tout à fait. Donc, il est disponible. Donc vous pouvez avoir Elasticache comme vous pouvez avoir Redis sur la marketplace. Donc, en effet, il y a bien la marketplace et puis Elasticache. Voilà. Ce qui nous permet de conclure sur les 30 secondes qui nous restaient. Juste pour compléter au niveau de la dernière question, je vais partager une liste de clients. Et là, vous allez pouvoir voir plein de use cases, donc caching, session store, machine learning et analytics real-time. Voilà, juste pour compléter. Merci beaucoup, Mehdi. Merci infiniment à tous les quatre, Pierre Lambert et François Serbel pour Redis, Mehdi Fikrat pour AWS et Marc Vincent dans la team d'Aveo. Merci pour votre participation, pour cette transmission durant 1 heure et Marc pour avoir fait le maître de cérémonie. On a 2 autres webinars donc lors de Rock and Cloud. Donc il y a No Cloud, No Future donc demain toujours à 13h avec Roland Kochakian chez Oracle. Et quand l'autonomie des équipes ravit la direction financière, donc comment on peut laisser de l'autonomie à ces équipes sans avoir des consommations excessives de ressources, donc tout ce qui est organisation, DevOps, clé du FinOps, avec Richard Butin chez ADO. Merci donc encore une fois à tous. Merci Eléa effectivement pour le petit call to action pour ceux qui voudraient s'inscrire au prochain webinar. Et comme promis, on finit ce webinar en musique avec le groupe Moon. Merci à tous et vous pouvez rester avec nous et faire votre pause déj pour ceux qui veulent. Merci beaucoup à tous les speakers. À très bientôt. Portez-vous bien.